Bonjour, bienvenue, c'est Lex Inside, l'émission qui donne du sens à l'actualité juridique. Du droit et rien que du droit. Au programme de ce numéro, on va parler de l'interdiction de tout port de signes distinctifs avec la robe d'avocat pendant l'audience avec Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux. On parlera ensuite des infractions en droit de la presse avec Claire Roger-Petit, avocate chez DEM. Et enfin, on parlera des petits arrêts de jurisprudence insolites, un ouvrage publié chez Dalloz sous la direction de Lionel Andreu, professeur à l'Université de Poitiers, qui sera sur notre plateau. Voilà pour les titres. Lex Inside, c'est parti! On commence tout de suite ce Lex Inside. On va parler de l'interdiction de port de signes distinctifs avec la robe d'avocat pendant l'audience avec mon invité Julie Couturier, présidente du Conseil national des barreaux. Julie Couturier, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors par une décision du 7 septembre 2023, le Conseil national des barreaux a modifié le règlement intérieur national de la profession d'avocat afin d'exclure le port de tout signe distinctif avec la robe d'avocat pendant l'audience. Pourquoi le CNB a-t-il pris cette décision ? Alors, le CNB a pris cette décision à l'issue, on va le dire, d'un processus et dans une chronologie qui mérite peut-être d'être rappelée. D'abord, pour expliquer et rappeler que le Conseil national des barreaux est l'institution qui, en France, représente les avocats, et notamment à l'égard des pouvoirs publics, et qui dispose, depuis 2004, d'un pouvoir normatif qui est notamment destiné à unifier les déontologies. Vous savez qu'on a 164 barreaux en France, autant de règlements intérieurs, et que donc il est apparu à un moment nécessaire d'unifier ces déontologies, et c'est ce à quoi s'emploie le Conseil national des barreaux par sa commission Règles et Usages qui dessine depuis quelques années maintenant notre règlement intérieur national. Alors, sur ce sujet particulier, c'est vrai qu'on a assisté à quelques incidents à partir des années 2010-2015 qui ont fait que certains ordres se sont emparés du sujet de façon un peu dispersée. Ça a été notamment le cas du barreau de Paris qui s'en est emparé dès 2015 en introduisant dans son règlement intérieur une disposition interdisant le port de signes avec la robe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, politique ou communautaire. Je ne sais pas si je le dis dans le bon ordre, mais c'est ça à peu près. D'autres ordres se sont emparés aussi du sujet. On a Bordeaux, on a Lyon plus récemment en 2023, les Hauts-de-Seine. Et puis effectivement le barreau de Lille qui avait pris il y a quelques années une résolution un peu du même acabit. Et ça a donné lieu à un contentieux qui est monté à la cour d'appel de Douai et qui est monté encore plus haut, si je puis dire, à la cour de cassation. Voilà. On a un premier arrêt qui a été rendu le 2 mars 2022, qui est un arrêt assez important parce que d'abord il valide la possibilité pour un ordre de réglementer cette question. Mais entre les lignes, cet arrêt de la Cour de cassation invitait quand même le CNB à prendre ses responsabilités et à unifier cette réglementation. Oui, parce que du coup, on avait des ordres qui prenaient un certain nombre de décisions et il fallait que le CNB du coup s'empare de cette question. Donc vous avez pris cette décision et le syndicat des avocats de France a contesté cette décision par un recours pour excès de pouvoir et le Conseil d'État finalement a validé votre décision. Que dit-il? Quelle est la portée de cette décision? Alors, en réalité, l'enseignement est en réalité double. Le premier enseignement de cet arrêt, c'est que le Conseil d'État a voulu marquer d'abord l'indépendance de la profession d'avocat et le fait que ce qui devait primer, et c'est l'explication aussi de la robe, c'est d'une certaine façon l'effacement de l'individualité de l'avocat derrière son client. L'intérêt du client doit rester la préoccupation principale de l'avocat et à partir du moment où on lui demande de porter un costume, si je puis dire, uniforme, c'est parce qu'il porte effectivement la voix de son client. Le deuxième élément et le deuxième point de motivation de cet arrêt du Conseil d'État, c'est en réalité l'égalité des avocats et là encore, à travers l'égalité des avocats, l'égalité des justiciables. Donc il faut
pas d'apparence des préférences personnelles. Pouvoir aussi, le costume, c'est un moyen d'identifier l'avocat. Absolument. Et au travers de l'égalité des avocats, c'est aussi l'égalité des citoyens. C'est ça que rappelle le Conseil d'État. Oui, absolument. Il se trouve que l'actualité me conduit à essayer de faire un peu de pédagogie pour expliquer ce qu'est l'état de droit, dont beaucoup de gens parlent, mais peu savent ce que c'est. Et dans les trois grands piliers de l'état de droit, il y a évidemment l'égalité devant la loi. Et donc, d'une certaine façon, je pense que le Conseil d'État avait aussi ça en filigrane de sa réflexion. C'est cette égalité devant la loi et cette égalité des citoyens et des justiciables devant la loi qui doit se traduire par l'égalité des avocats qui sont leurs mandataires et leurs représentants. Alors certains avocats ont dénoncé cette décision, disant que c'était une atteinte à leur liberté d'expression ou religieuse. Comment vous répondez à ces critiques ? Alors là encore, je pense qu'on est sur un modèle d'un socle républicain qui fait qu'en réalité, tout ce qui relève notamment du fait religieux, parce qu'effectivement c'est quand même un peu de ça dont il s'agit, doit rester entre guillemets dans la sphère de l'intime. Et on passe les uns et les autres, si je puis dire, notre vie à essayer d'équilibrer la liberté et en même temps la proportionnalité des éventuelles restrictions à cette liberté. Et là, le Conseil d'État a considéré que le but était indiscutablement proportionnel et légitime et proportionné, raison pour laquelle, effectivement, cette décision a été rendue dans le respect des attributions du CNB. Ça, j'y tiens aussi, puisqu'en réalité, nous avons tout à fait respecté la sphère d'intervention qui est la nôtre, c'est-à-dire en réalité de préciser ce que nous dit la loi. La loi, en réalité, c'est l'article 3 de la loi de 1971 qui régit la profession d'avocat et qui nous dit que l'avocat revêt dans ses fonctions judiciaires le costume de sa profession. Donc, par notre décision à caractère normatif de septembre 2023, nous n'avons fait que préciser les termes de la loi. Et tout ça à l'issue d'un processus qui a été tout à fait vertueux, sous l'égide de mon prédécesseur, Jérôme Gavaudan, auquel je souhaite rendre hommage parce que c'était un sujet sensible et il a su s'en emparer et trouver une méthode la plus consensuelle possible. Aujourd'hui, il n'y a plus d'incidents sur cette question de la robe d'avocat et du port de signes distinctifs ? Alors, il y a un certain nombre de sujets qui peuvent se poser parce que cette décision ne règle pas tout. Elle ne règle pas, par exemple, la question de la prestation de serment des élèves avocats. Elle ne règle pas la question du port des signes distinctifs, par exemple, en garde à vue. Ce que règle cette décision, c'est essentiellement l'exercice de la profession dans le cadre juridictionnel, mais à ce stade, pas au-delà. Donc peut-être que le CNB sera amené à rendre des avis sur d'autres sphères, nous verrons cela. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans l'ouverture ou garder justement ces valeurs qui sont celles des avocats ou est-ce que vous autorisez quelques modifications dans le futur ? Encore une fois, ça va dépendre des questions qui nous sont posées. Il faut évidemment rester dans le cadre de nos attributions et répondre aux questions qui nous sont posées. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions assez concrètes sur lesquelles les avocats sont susceptibles de nous interroger. Il faudra bien que nous puissions leur donner, si je puis dire, à tout le moins des guides de bonne pratique. Pour finir, comme vous avez évoqué tout à l'heure, l'état de droit, comment vous jugez aujourd'hui cette question de l'état de droit ? Vous êtes inquiète par rapport à tout ce qui se passe, le contexte international, le contexte politique ? Oui, je suis très inquiète. Après, je reste évidemment combative et heureusement à la tête de la profession d'avocat parce que si nous n'expliquons pas ce qu'est l'état de droit et si nous ne dénonçons pas les atteintes qui sont portées en ce moment à l'institution judiciaire, j'ai envie de vous dire qui le fera. Oui, je pense qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, expliquer que les règles procédurales sont des garanties pour chacun. Le problème, c'est que les citoyens, et notamment les citoyens lorsqu'ils sont politiques, ne s'en rendent compte que lorsqu'ils y sont personnellement confrontés. Mais je pense que c'est effectivement très important d'expliquer que l'institution judiciaire est une troisième autorité, si je puis dire, à côté du pouvoir judiciaire et à côté du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, et qu'on doit la respecter et lui réserver vraiment toute sa place. Et en tout cas, on peut toujours critiquer une décision de justice, mais certainement pas s'attaquer au juge à titre personnel.
On va conclure là-dessus. Merci d'être venue sur notre plateau, Julie Couturier. Je rappelle que vous êtes présidente du Conseil national des barreaux. Merci beaucoup, Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. On va parler des infractions en droit de la presse. On poursuit ce Lex Inside, on va parler des infractions en droit de la presse avec Claire Roger-Petit, avocate chez DEM. Claire Roger-Petit, bonjour. Bonjour Arnaud. Pour commencer, pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets d'infractions en droit de la presse ? Alors déjà, merci beaucoup de m'inviter à nouveau. Effectivement, les infractions de droit de la presse, elles sont prévues par la loi de 1881. Le critère d'application, c'est la publicité des propos. Et une fois que la loi de 1881 s'applique, elle prédomine sur les autres régimes. Comme exemple concret, je vais commencer par une infraction dont on parle beaucoup dans l'actualité avec la condamnation d'Éric Zemmour après une longue procédure, après renvoi sur cassation. Donc c'est le négationnisme. C'est le fait de nier, de contester, de minimiser des crimes contre l'humanité. Et depuis 2017, c'est plus seulement la Shoah, mais tout crime contre l'humanité reconnu comme tel par une juridiction française ou internationale. Vous avez également le délit le plus connu, je pense, de la population, qui est le délit de diffamation. C'est le fait d'imputer un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération à une personne ou un groupe. On en parle beaucoup aujourd'hui avec les accusations dans les affaires de mœurs, dans les médias, sur les réseaux sociaux. Et il faut que ce fait, par contre, soit précis. Sinon, on tombe plutôt sur de l'injure, qui est une expression outrageante, vexatoire, une invective qui ne comporte pas, pour le coup, l'imputation d'un fait précis. Donc, par exemple, qualifier une femme d'hystérique, selon le contexte, pourrait être considéré comme injurieux, même avec un caractère discriminatoire, ce qui aurait des conséquences tant sur les peines applicables que sur le régime de prescription. D'accord. Bon, on vient de voir quelques exemples d'infractions en droit de la presse. Quelles sont les spécificités du droit pénal de la presse ? Alors, le droit pénal de la presse, c'est un droit qui est très protecteur de la liberté d'expression. Ça ressort vraiment des travaux parlementaires de 1881. C'est toujours le cas aujourd'hui avec une influence très forte de la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sort une infraction du droit de la presse, ça fait beaucoup parler. Ça avait été le cas après les attentats de 2015 sur les provocations et les apologies du terrorisme. C'est un débat qui a été relancé avec la proposition LFI récemment. Et donc, ce régime, il est très protecteur parce qu'il déroge au principe commun classique de procédure civile ou pénale. On a tout d'abord un régime de responsabilité en cascade. On va considérer que l'auteur principal du délit, c'est le directeur de la publication, ce qui permet de protéger les auteurs, les journalistes. On a aussi des règles particulières d'introduction de l'action et un formalisme et une rigueur très très stricte, très exigeant, avec notamment des nullités qui peuvent être prononcées en cas d'imprécision des propos dans les plaintes ou les citations directes. Par exemple, moi j'ai eu un dossier où des propos étaient poursuivis qui avaient été tenus dans le cadre d'une émission audiovisuelle à la télévision, et l'huissier qui avait retranscrit les propos s'était trompé dans sa retranscription, dans son procès verbal. Donc les propos étaient imprécis, on a obtenu la nullité, et ça a une très lourde conséquence, puisqu'en raison des délits de prescription très courts, trimestriels ou annuels en cas de caractère discriminatoire, l'action ne peut pas être à nouveau intentée puisque l'infraction est prescrite. Donc il y a un rôle très actif de l'avocat avec une technicité très, très lourde en la matière. Alors, on va évoquer aussi un autre aspect, c'est l'adaptation de la loi sur la presse. Cette loi, elle a été conçue en 1881, à une époque où il n'y avait pas Internet, pas les réseaux sociaux. Alors, comment la loi a-t-elle été adaptée pour prendre en compte ces nouvelles technologies que sont Internet et les réseaux sociaux ? Alors effectivement, la loi de 80, c'est une des lois les plus anciennes qu'on a encore en vigueur aujourd'hui. Ça fait presque un siècle et demi qu'elle est en vigueur et qu'elle s'applique alors qu'il y a eu des révolutions techniques de l'information avec une multiplication des supports de publication, de diffusion. Et même avant Internet, au XXe siècle, on avait eu la radio et la télévision qui étaient également des révolutions. Donc ça montre quand même la qualité de cette loi, j'insiste sur ça. L'idée
c'est que la loi de 1880 s'applique, les principes s'appliquent, et on a eu par contre des interventions du législateur ou de la jurisprudence en cas de vide juridique pour venir adapter, réagencer ces principes aux nouveaux supports de diffusion, de publication. Donc on a par exemple des lois de 1982 et de 1986 en matière audiovisuelle. On a pour le numérique les lois de 2004, 2009, 2016, 2018, 2020, donc on a eu beaucoup. Mais les principes s'appliquent. Mais par exemple, pour une adaptation, sur cette responsabilité en cascade, vu qu'il n'y avait pas en soi de directeur de publication dans l'audiovisuel, on a considéré, c'est la loi de 1982 qui considère que l'éditeur du service audiovisuel est responsable à titre principal comme un directeur de la publication, avec une distinction propre quand même à l'audiovisuel, qui est une différence selon le fait de savoir si l'émission elle est diffusée en direct ou non. Puisque si elle n'est pas diffusée en direct, l'éditeur il n'a pas un contrôle sur les propos qui sont tenus. Et D'accord. Cette responsabilité en cascade s'applique également au numérique du fait de la loi de 2004, avec toutefois une distinction entre éditeur et hébergeur, nécessairement. Alors, sur les réseaux sociaux, le fléau, c'est les fake news ou les fausses informations. Alors, comment lutter contre ces fausses nouvelles, ces fake news? Est-ce qu'il faut faire évoluer le droit pour mieux prendre en compte et sanctionner ces fake news? Alors, c'est un débat qui est d'actualité, qui fait beaucoup parler. Il y en a certains qui pensent que le droit de la presse actuel est suffisant, que dès lors que les principes s'appliquent et qu'ils ont été adaptés correctement, le droit est complet. On a quand même effectivement des réformes récentes qui sont venues renforcer la responsabilité des hébergeurs et des plateformes. La loi de 2018 qui crée des obligations de signalement chez les hébergeurs, la loi de 2020 qui, même si elle a été retoquée par le Conseil constitutionnel, renforce encore la responsabilité. Je pense, vu le climat actuel, qu'il faut surtout une législation européenne forte et harmonisée. Et ça a été le cas avec le règlement DSA récemment, qui vient encore renforcer le rôle des acteurs et des plateformes et des grosses sociétés du numérique, qui imposent des obligations de coopération avec les autorités nationales et la création dans les États membres de coordinateurs. C'est ce qu'on va avoir en France, l'ARCOM, qui a un rôle aujourd'hui central de régulation, mais aussi de sanction. Sur le fait de faire évoluer le droit de la presse, moi je ne suis pas forcément favorable au fait de toucher à la loi de 1880. Pourquoi ? Parce que on a vraiment, je pense, un droit très qualitatif et très complet en France. Comparé aux autres pays, c'est un fait, et c'est pas pour rien que cette loi est aussi ancienne. Mais par contre, je pense qu'il faut se poser la question des enjeux actuels. Notamment le fait que le préjudice réputationnel, il est immédiat et c'est difficile pour les clients de comprendre la lenteur de certaines procédures et la difficulté de certaines procédures. Donc je pense qu'il faut notamment réinstaurer des procédures efficaces en matière d'identification, parce que l'anonymat sur Internet permet aussi les abus. Est-ce qu'il faut lever l'anonymat ? Alors, je ne suis pas favorable à lever l'anonymat de manière... de principe et de manière large et systématisée. En revanche, je pense qu'il faudrait réinstaurer ce qu'on a appelé la requête en identification, qui était vraiment une procédure qui facilitait l'identification sur Internet et qu'on n'a plus aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une réforme qui a supprimé cette action et qui a créé ce qu'on appelle les procédures accélérées au fond, mais qui sont des procédures qui sont plus longues, plus coûteuses pour le justiciable. Donc c'est pas, j'y suis pas du tout favorable. Et c'est un vrai fléau, cet anonymat. Je pense qu'il faut aussi, de toute façon, responsabiliser les acteurs, les médias, créer des systèmes éventuellement de certification, de vérification, et responsabiliser la population, les jeunes, avec une sensibilisation, une vulgarisation des accès, par exemple, aux outils de fact-checking du type Le Monde Décodeur, et même sur YouTube, Hugo Décrypte, par exemple. On va conclure là-dessus. Merci Claire Roger-Petit. Je rappelle que vous êtes avocate au sein du cabinet DEM. Merci beaucoup. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du livre « Les petits arrêts de jurisprudence insolite ».
Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui a motivé l'écriture de cet ouvrage sur les petits arrêts de la jurisprudence insolite? Oui, alors pour moi, c'était d'abord un défi à relever. Il fallait identifier ces décisions, les repérer, mettre la main dessus, aller de greffe en greffe, d'archive en archive. Alors, c'est pas une occupation habituelle pour un professeur de droit privé, mais j'avais envie de m'essayer à cet exercice un peu particulier, de faire ce pas de côté en quelque sorte. Et puis, il y avait également ce plaisir qui s'annonçait. Je savais que j'allais me régaler à lire chacune des décisions que j'allais retrouver, que j'allais identifier. Et ça, c'était une motivation importante. Alors, je dois quand même reconnaître que j'avais pas forcément bien mesuré la difficulté de la tâche. Également, je ne pensais pas que certaines décisions, je finirais par ne pas les trouver. Donc, il y a eu quand même parfois un petit peu de frustration, beaucoup d'efforts, mais le jeu en valait la chandelle. Et je suis très content aujourd'hui du résultat. Alors, quel est l'objectif de cet ouvrage? Oui, alors cet ouvrage poursuit deux objectifs. Il y a d'abord un objectif qu'on va dire récréatif. Il s'agit d'égayer le lecteur, de lui permettre à lui aussi de lire ces décisions insolites, de s'amuser, de lire également les commentaires qui assortissent chacune de ces décisions. Il y a 40 décisions, 40 auteurs. D'accord. D'ailleurs, j'en profite pour les remercier ici. Et puis, il y a un deuxième objectif qui est un objectif scientifique. Il s'agit de permettre à tout lecteur d'avoir accès à ces décisions. Certaines étaient inconnues. D'autres étaient connues, mais on ne savait pas forcément où les retrouver. Eh bien, désormais, elles sont là. Elles sont Voilà, l'objectif de les recenser, de les identifier, voilà, de les recenser, commenter. les identifier et de les donner à disposition. Alors, on va essayer d'avoir un petit focus sur un arrêt. Est-ce qu'il y en a un qui a votre préférence dans les 40 décisions? Oui, alors c'est une question difficile parce que je les aime toutes, ces décisions. Et si je dois en choisir une, celle que je préfère, c'est une des plus connues des juristes. C'est une décision rendue par la Cour d'appel de Riom en 1995 qui concerne une poule, une personne qui se plaignait du bruit des poules de l'un de ses voisins. Et le président de la Cour d'appel de Riom, qui est le président Alzuieta, qui a beaucoup alimenté ce livre, il rend une décision assez drôle et finement rédigée qui commence comme cela. Attendu que la poule est un animal anodin et stupide au point que nul n'est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois, que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquettements qui vont du joyeux, c'est la ponte d'un œuf, au serein dégustation d'un ver de terre, en passant par l'affolé, la vue du renard. Et alors il termine en disant qu'il ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d'orchestre et la poule un habitant d'un si petit village. Donc voilà, c'est une décision qui est assez connue, qui est assez drôle. Alors je triche un peu si je devais en ajouter une deuxième, peut-être moins connue. C'est une décision rouennaise des années 70 qui concerne une demande de restitution d'un teckel formé dans le cadre d'une instance en divorce. Et le juge rejette la demande de restitution du teckel en disant, en fait, le teckel, il est parfaitement capable de décider où il veut vivre. Donc voilà, qu'on comprenne qui pourra, mais voilà, elle est aussi amusante celle-ci. C'est pas mal, effectivement. Ces décisions insolites, on l'a vu, elles sont drôles, mais parfois elles peuvent poser des problèmes, des questions structurantes du droit. Expliquez-nous. Oui, alors prenons l'exemple d'une décision lyonnaise des années 90 dans laquelle un débiteur avait envoyé à l'un de ses créanciers un chèque établi sur du papier toilette. Alors le juge dit, pourquoi pas, mais ça va dépendre de la qualité du papier toilette utilisé, celui-ci n'était pas suffisamment robuste, il rend sa décision. Mais en fait, derrière cette décision, on voit ce problème tout à fait classique du droit, qui est celui des rapports qu'entretiennent la lettre de la loi et son esprit. Parce que la lettre de la loi, les textes, aujourd'hui le code monétaire et financier, nous disent que le chèque, c'est un écrit qui comporte des mentions. Il ne dit pas que le chèque ne peut pas être établi sur du papier toilette. Et il ne distingue pas selon les supports utilisés. Alors que l'esprit de la loi n'est certainement pas de permettre à un débiteur d'envoyer des chèques sur du papier toilette à ses créanciers. On comprend très bien le message qu'il y a derrière. Voilà, l'esprit de la loi n'est pas là. Et donc le juge essaie de concilier un peu ces deux approches. Et ça le conduit à rejeter en l'espèce ce chèque, mais sans renier totalement la lettre de la loi, parce qu'il dit, en fait, ça va dépendre de la qualité du support utilisé. Donc parfois, il peut y avoir des lacunes dans notre droit, et c'est ce qu'utilisent certains avec humour. Oui, avec humour. Le plaideur avait une prétention assez drôle et le juge rend une décision elle-même qui est assez drôle. Alors, on va parler justement des juges. Pourquoi, selon vous, certains magistrats se laissent aller à ces commentaires drôles, à ces rédactions inhabituelles dans le monde du droit? Alors, je ne suis pas dans leur esprit, mais je vois assez bien un certain nombre de raisons qui peuvent les conduire à rendre de telles décisions.
On imagine peut-être parfois simplement un égarement du juge, un moment de fatigue. Le plus souvent, on pense quand même qu'il y a sans doute une volonté de s'amuser, de faire quelque chose de drôle, en fin de carrière, peut-être un juge qui a envie de voir quelque chose de nouveau. Et puis également, il y a sans doute une recherche parfois de reconnaissance, de vedettariat, peut-être un désir d'immortalité. Après tout, cette poule, depuis les années 90, on en parle. 30 ans plus tard, il y a même un professeur de droit privé qui en fait un livre. Bon, tout ça a sans doute joué dans l'esprit de ces juges. On peut cependant relever que, en lisant ces décisions, on a parfois quand même une certaine gêne qui apparaît. Alors, je passe déjà sur le fait qu'il y a certaines décisions qui sont même pas drôles, qui sont insultantes pour les parties au litige, pour des tiers. Je pense à une décision dans laquelle un juge explique que le demandeur a un coefficient intellectuel égal à la surface de sa caravane. Bon, ça va un peu loin. Une autre qui commence en disant que, attendu que les corps féminins ont tendance à grossir de façon lente mais inopinée, ce qui est totalement misogyne. Bon, mais même en mettant de côté ces décisions qui sont insultantes, il reste dans tous ces arrêts insolites des parties au litige qui n'ont pas demandé à être au cœur d'un arrêt insolite, à subir un coup de canif dans le sérieux de la justice. Et donc, bon, j'ai consacré un livre sur le sujet, mais il ne faut pas y voir un encouragement, une invitation faite aux magistrats à continuer dans cet exercice un peu particulier. Alors, pas d'invitation aux magistrats, mais est-ce qu'il y aura une nouvelle édition de cet ouvrage avec de nouvelles décisions, évidemment, si d'aventure il y a d'autres décisions? Oui, alors effectivement, je reçois beaucoup de décisions supplémentaires et il y aura il y aura une deuxième édition avec des additions. Mais également, j'envisage de faire un volume 2 qui porterait sur les décisions étrangères, insolites. Pour l'instant, c'était que des décisions françaises, à part une décision belge. Donc une vue plus internationale. Voilà, une vue plus internationale, avec la difficulté qui est qu'il va falloir aller les récupérer sur place. Et peut-être aussi des enjeux de traduction, j'imagine. Oui, des enjeux de traduction, des enjeux de commentaires. Qui pour commenter telle décision dans telle langue étrangère, tout ça va se poser. Mais je commence, je prends le temps. J'ai mis 10 ans à faire ce volume. Je prendrai peut-être 10 ans pour faire le deuxième. Pour terminer, est-ce que c'était justement difficile de sélectionner toutes ces décisions, ces 40 décisions? Est-ce qu'il y en a davantage d'ailleurs que ces 40 ou il y en a vraiment que cette quarantaine? Non, il y en a beaucoup plus. Mais disons que j'ai fait un choix à un moment donné qui était de dire je ne vais pas prendre tout ce qui me fait rire, toutes les décisions dans lesquelles les faits sont drôles. Je vais essayer de retenir un critère, c'est qu'il faut que dans la décision, le juge lui-même ait pris une tournure insolite, une motivation insolite ou amusante, drôle, engagée parfois, insultante rarement, même si c'est un peu déplaisant. Mais il y avait ce critère qui m'a permis de serrer mes décisions et d'en avoir un peu moins. Mais j'en ai plein sous le coude dont je ne sais pas encore quoi faire. Peut-être dans un second volume, enfin dans une deuxième édition, elles apparaîtront, je ne sais pas. Bon, on attend la prochaine édition avec une certaine impatience. Merci Lionel Andreu de nous avoir présenté cet ouvrage. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Université de Poitiers. Encore merci pour votre invitation. C'est le moment de terminer cette émission. Merci pour votre fidélité. Restez curieux et informés. À très bientôt sur Be Smart for Change.